Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos Randia du samedi soir. Le compte à rebours est déclenché. Cette émission a été enregistrée dans le cadre des émissions de Jean de Flore. Nous étions en diffusion en première samedi le 7 septembre 2024 pour le vidéo Randia numéro 36. Oui, le compte à rebours est-il déclenché? C'est la deuxième rencontre sur ce thème de 3. Débutons par un retour sur l'introduction de la première rencontre. Un décompte 3, 2, 1, 0. Eh bien, bonjour, bienvenue à cette émission Entre nous sur Numéripresse. Vous le savez, nous quittons, ma conjointe et moi, nous quittons la Floride cette semaine. En langage non verbal, on dirait bien que Jean pleure de quitter la Floride. Et puis finalement, on laisse nos objets ici. On part avec 4 valises. Et puis, on va au Mexique dans un premier temps pour 1 mois pour aller chercher notre résidence là-bas, notre résidence temporaire. Donc, on sera légal à au moins un pays. Et puis, on va en chercher une deuxième au Paraguay, en Amérique du Sud. Oh, cette fois-ci, le langage non-verbal dévoile que pour Jean, ça semble être un obstacle très difficile à affronter que de déménager au Paraguay, Amérique du Sud. Je ne suis pas le seul à me relocaliser, n'est-ce pas, cher ami Richard? Ah ben oui, on fait de l'exploration territoriale et pour un domicile qui va me permettre d'être à l'extérieur de la grande région métropolitaine. Ici, ça semble être quelque chose de triste et difficile à annoncer. À travers les explications que j'ai reçues, il y a une chose importante qu'il faut que je ne perde jamais de ma vision. Ce que je sais, ça me concerne. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit suivre ce que je vais faire ou ce que je vais dire comme si ça les concernait directement. Ici, les deux semblent bien conscients de la gravité des propos qu'on va tenir au cours de cette rencontre aujourd'hui, alors qu'il y a des gens qui ne sont pas préparés du tout, d'autres ne veulent rien entendre de ces sujets angoissants. On pense que c'est la peur qui nous anime, alors que c'est de l'information gratuite, froide à transmettre. Nous passons de l'étape 3 dans le décompte à bientôt 2. Tu sais, ça revient aussi à tous les gens qui disent on va créer une communauté puis vivre en marge de la société. Dans la pratique, là, c'est quand tu y es, pour de vrai, ça se fait pas. On est tous interconnectés. On est tous interreliés. C'est ça, la réalité, c'est celle-là. Puis on peut avoir des degrés d'interconnexion, mais il y a un moment donné, il y a toujours quelque chose, un événement qui nous pousse à interagir avec la société. Même si on vit dans les plus fins fonds reculés de la forêt, dans une cabane en bois rond, avec ses panneaux solaires, son puits et tout, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que tu vas devoir interagir avec la société. Richard, juste peut-être prendre quelques minutes de plus pour échanger avec toi de façon générale. Parce que si on le fait pas, les gens vont nous dire pourquoi vous savez pas parler d'autres choses. Moi, je pense que tous ces déplacements-là, puis tout ce qu'on vit planétairement, puis à plus petite échelle dans nos familles, ça fait partie de cette fin de cycle-là que tu as souvent abordé par toi-même dans tes formations que tu donnais de tout genre, là, soit en ligne, soit à la maison ou dans tes conférences. Et le fait qu'on entend de plus en plus parler justement de cette fin de cycle solaire qui, à environ tous les 12 000 ans, plus ou moins, il y a de l'activité solaire qui fait en sorte que la Terre, il y a un mouvement des pôles qui est pas nécessairement une bascule complète comme on voit avec le Soleil, qui est environ à tous les 12 ans. Le Soleil, le pôle Nord et le pôle Sud s'inversent. Ici, sur Terre, on voit
parfois une bascule complète, mais parfois une bascule partielle dans l'histoire de la planète. C'est ce qu'on voit quand on observe les sédiments des roches dans différents pays. On observe qu'il y a différents déplacements du pôle magnétique et du pôle terrestre par la suite à cause des... Est-ce que tu penses que c'est ça qui se passe actuellement? Est-ce qu'on y arrive vraiment dans cette fin de cycle-là? Parce que les analystes, comme on parle de Suspicious Observer ici souvent, et puis d'autres, là, Dutch Sense, puis tout ça, eux, ils entrevoient comme entre 2030 et 2050, là, comme une période où là, on va arriver à ce mouvement, cette excursion, ils l'appellent une excursion des pôles. Pas nécessairement une excursion complète, mais à tout le moins une excursion partielle. Toi, de ton expérience et de tout ce que tu as été exposé dans ta vie et de tous les gens que tu as reçus, est-ce que tu penses qu'on y arrive à ce moment où on assistera à l'excursion des pôles? D'abord, avant tout, toutes les personnes que j'ai reçues dans mes émissions, que j'ai invitées à venir parler dans leurs expériences, leurs compétences, c'était pour vérifier les informations que j'ai eues depuis que j'étais très jeune. Et je me suis toujours fié qu'à ça. Mes expériences, les enseignements que j'ai eus, l'entraînement que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui encore, les choses se passent encore avec eux très souvent. Et je regardais ce qu'ils me disaient et des fois des gens disaient, Glenn, arrête de couper. Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, je comprends dans quelle direction ils s'en vont. Puis moi, je veux pas qu'on perde du temps ou de l'énergie dans cette direction-là. Pour moi, c'était toujours pour vérifier jusqu'à quel point des gens savent des choses ici. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan psychologique, métapsychologique, ou sur le plan, j'allais dire, cosmique, prophétique, etc. Et je me rends compte que les gens vivent en grattant. C'est comme s'ils sont dans une prison. À Auschwitz, on l'a vu, les murs des chambres à douche aux Zyklon B étaient toutes grattées par des ongles des prisonniers qui voulaient sortir de là en grattant le béton, imagine. Alors, les humains qui vivent sur Terre depuis des générations grattent leur prison avec leurs ongles. Si tu as quelqu'un qui t'amène à sortir par une porte ou une fenêtre ou quelque chose, quand tu es renvoyé là pour pas que ça dérange trop, tu es là, tu attends que ton temps soit fini puis que tu passes à autre chose, mais en attendant, je regarde plutôt ce qui est dit, ce qui est expérimenté par les gens aveugles, ignorants et bien souvent incompétents, mais qui se font des accroires, puis entre eux, ils s'entretiennent dans leurs croyances et au bout de la ligne, ils sont pas plus mal que ça. Sauf que ça apporte pas le résultat escompté. Et puis, il y en a beaucoup qui meurent la bouche ouverte, les yeux grands ouverts et perdus. Il y en a d'autres qui meurent avec un certain sourire. Et puis, un calme, une paix intérieure profonde. Ça, ce sont ceux qui ont la preuve dans leur vécu ultime, les dernières minutes de leur vie, de se rendre compte que c'est des gens qui ont atteint la paix intérieure. Et ça vient par la sécurité. Par la sécurité que tu as de ce que tu sais, parce que tu l'as vécu. Pas parce que des gens te racontent des affaires. Parce que tu doutes tout le temps que peut-être l'autre, il sait peut-être pas, puis il sait peut-être. Alors donc, pour remettre les horloges à l'heure de ce que tu disais, c'est pas les gens qui m'ont appris quelque chose. Mais il y en a qui m'ont confirmé des choses. Voilà la différence. Alors, avec les confirmations, je suis présentement chez quelqu'un qui est extraordinaire, qui est très en rapport avec les énergies et dans la paix. Regarde, derrière moi, là, il y a une sculpture. Je la cachais, ça se cachait depuis tout le temps, mais elle est au pied du Morford, dans les cantons de l'Est. Et c'est un centre d'énergie extraordinaire. Je vais faire un tour d'horizon de son lieu de vie avec son compagnon de vie, son mari. Et tout ça, ça va être présenté au retour de mes émissions, j'imagine. Et ça va faire du bien à tout le monde de se rendre compte que oui, il y a des maîtres qui se maîtrisent et qui maîtrisent la connaissance. Alors,
Pour la question maintenant que tu soulevais, la bascule des pôles. Très longtemps, j'ai cru que la bascule des pôles, c'était une bascule magnétique, comme tu viens de le dire pour le Soleil. Le Soleil bascule pas physiquement. Ce sont les champs de polarité qui bougent. Quand on dit le pôle Nord se déplace, on parle pas d'un pôle Nord qui, la Terre vacille pas. La Terre, elle est stable, mais le champ magnétique se déplace. Alors, il y a une différence entre le pôle Nord magnétique et le pôle Nord géographique. Mais, il y aura aussi une bascule géographique, c'est-à-dire le globe terrestre va shifter, va basculer. On nous parle d'environ 45 degrés. C'est ça, c'est à ça que je faisais référence. Généralement, l'aspect magnétique, c'est une inversion complète, oui. Alors que le vacillement de la planète elle-même, tel que tu le décris, il est d'un certain nombre de degrés, variant entre une vingtaine et une 45e de degrés. Là. C'est pas une bascule complète. Là. Non. Astronomiquement, oui, en astronomie, là, on nous parle pas de bascule complète. Continue, c'est très bien. Et l'eau des océans va circuler plus lentement que la terre ferme. C'est-à-dire que à partir du moment où ça part, mais l'eau, elle, n'est pas aussi statique que la terre. Quand tu déplaces un verre d'eau, ça prend un peu de temps avant que l'eau suive. C'est ça. Le verre qui est statique tout ensemble. Et ça, c'est sans compter que ce mouvement-là est accompagné de phénomènes électromagnétiques. Oui. Et quand il y a des phénomènes électromagnétiques, là, on le voit depuis 2-3 années, maintenant qu'il y a des caméras partout, quand les volcans viennent en éruption, il y a toujours des éclairs. Il y a toujours de l'énergie électrique qui émane du volcan. C'est maintenant, on le voit tout le temps. Ils ont toutes sortes de caméras maintenant qui surveillent les volcans. Et donc, c'est accompagné de ce que toi, tu as souvent parlé et de Casey a déjà parlé, des mouvements de terre, des mouvements des masses continentales. Et ces mouvements d'eau qui vont pas suivre la géologie minérale, mais qui vont suivre par à coup, vont être entraînés à couvrir des continents, à couvrir et vont s'en aller dans des vallées. N'oubliez pas qu'on soutire de la Terre des millions de gallons de pétrole régulièrement au Moyen-Orient. On fait la même chose au centre des États-Unis, au Texas, etc. Tout le monde entend parler d'un volcan souterrain sous le parc Yellowstone. On sait que sous les États-Unis, il existe une nappe phréatique immense, un océan caché sous le continent, le plateau continental américain. Quand ces nappes d'eau de surface vont glisser dans les vallées, elles vont avoir du poids, de l'eau, c'est pesant. Des continents qui vont disparaître et des continents qui vont ressurgir comme par effet de balancier. Comme historiquement, on entend parler de l'Atlantis, les Lémurie et autres qui ont apparu, qui sont disparus. Je veux rajouter sur ce que tu viens de dire, c'est très important. Et ça, c'est Suspicious Observer. Il a montré, il nous a présenté des modèles que des scientifiques ont fait là avec tous les satellites, les mesures qu'ils prennent des sols et tout ça. Et on voit très bien que les continents sont comme soutenus par des pylônes. Il y a des endroits qui soutiennent le continent, puis le reste, c'est comme des fleurs, au fond, qui se sont étendues, comme une matière, justement, pour reprendre l'exemple de ton verre d'eau, et quand on met certains types de suppléments, puis ça flotte. Bon, ben là, au milieu, il y a comme un pylône qui tient une colonne. C'est ça, une colonne qui tient évidemment, c'est énorme, là, on parle pas d'un truc, un petit truc, là, mais c'est pas, ça ne soutient pas tout le continent. On le voit très bien, c'est dans plusieurs de ses vidéos, il a mis cette animation-là, 3D, et il l'a fait tourner, et puis on voit les points qui soutiennent les continents. Alors, la science, c'est ça qui est intéressant, Richard, de tout ce que tu nous as présenté au cours des presque 50 ans, j'ai dit 40 ans tantôt. 48 ans, là. C'est ça. La science est en train de tout confirmer
ce qui a été discuté, qui est de la tradition historique. Et puis là, c'est pour ça je voulais qu'on parle des cycles, parce que moi, je commence à croire, ou plus que ça, là, je suis convaincu, je sais, on va dire comme ça, là, que nous sommes à la fin du cycle, et c'est pour ça qu'on assiste à l'accélération, mais aussi toute la folie dans notre société. On dépense, nos gouvernements dépensent comme s'il n'y aurait pas de lendemain. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas de lendemain. C'est extrêmement bien dit parce que derrière les gouvernements, les autorités, il y a d'autres autorités. Et au-delà de ces autorités-là, il y en a encore d'autres. On va parler de Vanguard, on va parler de BlackRock, on va parler de, tu sais, ceux-là, c'est à mi-chemin entre les vrais puis les petites autorités qui se passent en autorité, alors qu'ils sont en autorité de pas grand-chose. Eux autres sont plutôt chargés de garder les troupeaux humains calmes. C'est les gardiens de prison. Oui, des gardiens de prison, c'est bien dit, malheureusement. Ouais. Alors, le Québec, avec le déplacement des pôles, va se retrouver à peu près à la hauteur du Venezuela actuellement. La chanson, il y aura des palmiers sur la rue Dorchester, là, à Montréal, comme dirait Robert Charlebois. Ça va arriver un jour, pas si lointain non plus. Et le fait de déménager des zones qui sont pas tellement recommandables, ça nous garde une paix intérieure. Si tu ne fais rien, puis tu as un sentiment de pas être à la bonne place, déménage. Si là où tu es, tu sens que tu es bien, tu es comme protégé, ou il y aura quelque chose d'autre qui peut se produire, qui est presque invraisemblable, mais qui peut amener des choses incroyables qui vont se produire d'ailleurs. Coudon, on fait de la télépathie, Richard, parce que c'est justement là que je voulais t'amener. Ça amène le sujet des 144 000 que tu as déjà, et une multitude dont tu as souvent traité. Alors, l'idée là-dedans, là, je pense que c'était important, c'est pas de créer la panique, tu l'as souvent dit dans tes émissions, c'est d'être conscient qu'il y a des événements qui se produisent et l'importance d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes pour la bonne action. Donc d'être à l'écoute, ça aussi tu en as souvent parlé, d'être à l'écoute de soi-même, puis c'est encore ce que tu viens de dire. Et puis il y a des opportunités qui seront offertes à certaines personnes. Et là, je reviens à l'histoire des fameux 144 000 et une multitude qui seront enlevés. Les 144 000, Jean, c'est clair, c'est dit, c'est clairement 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. 12 fois 12, ça fait 140, mais ils sont des milliers dans chaque. Alors, ça va faire 144 000 Juifs. Et une multitude d'autres. Toute la Bible, l'Ancien Testament, la Torah, a été écrite par les Juifs pour les Juifs. Mais au-delà de ça, il y avait déjà d'autres traditions dans d'autres pays, dans d'autres peuples qui parlaient du déluge, qui parlaient de la terre qui a été arrêtée pendant 3 jours et 3 nuits, ou arrêtée parce que Josué, il fallait qu'il finisse une guerre contre les Philistins. Ben, cet arrêt-là, elle a eu lieu. Pendant que c'était le jour qui continuait d'un côté de la terre, de l'autre côté, c'était la nuit qui en finissait plus. Alors, dans notre tradition, tout est là. Emmanuel Velikovsky a tout étudié, les textes anciens de tous les peuples anciens. Il a été traité de fou presque toute sa vie, pendant 48 ans. Puis un jour, les faits ont commencé à arriver. Puis là, les gens commençaient à se dire, hey, bonhomme, il n'y avait pas tort, hein. Puis là, ben, ça se discute parce que là, il y a tous ceux qui vont faire partie de la chasse aux sorcières, des inquisiteurs. Ben là, ils sont mal vus, là. Là, on se dit, écoute, t'en as coupé des têtes, toi, là. T'en as éliminé du monde. Puis il y avait du bon monde là-dedans, puis il y avait des gens qui avaient des choses à dire, puis qu'on n'a pas écouté parce qu'on t'a cru. Oui, mais là, on va arrêter de croire ceux-là, puis on va passer. C'est un peu comme la bascule des peuples. Hein? Les méchants vont devenir les bons vont devenir les méchants. Tu sais. Ceux qui dérangent le système, ben, c'est ceux qui pouvaient l'arranger puis sauver du monde. On voulait rien savoir. Ils vont commencer à les écouter plus attentivement. Moi, je sais que depuis le 24 février, pour finir là-dessus, j'en ai commencé à parler de ça, mais depuis le 24 février 2022, alors que Poutine est entré en Ukraine le 24 février, il y a des autorités américaines, entre autres, qui m'ont fait savoir que Glenn, t'as sauvé ta tête, t'as sauvé
ta carrière, dans un sens où maintenant on sait que tu as une bonne source d'information. C'est pas pour un an près que ça dérange grand-chose, d'une part. Puis d'autre part, l'explication que j'ai donnée, c'était comme un signal d'alerte. C'était une guerre intestine entre les Russes et l'Ukraine ou le Donbass que Poutine voulait gérer depuis qu'il y avait eu l'affrontement aux Jeux olympiques de Sochi, où les Américains avaient prétendu que le but était hors des gonds, et qu'à cause de ça, le but des Russes n'était pas bon. C'était un conflit vraiment mafieux, c'était méchant d'avoir agi comme ça, malhonnête. C'est un conflit les Russes auraient gagné cette partie d'échecs. Les Spartaks de New York, de Moscou auraient gagné. Et auraient gagné la médaille d'or au hockey. Et Poutine, c'était un peu leur sponsor. Oui. Et là, il a perdu la face, puis il s'est juré que les Américains ne l'auront pas. Des fois, c'est que ça prend des événements pour que des fois les choses cliquent, parce que ça faisait 10 ans que l'opération en Ukraine était entamée. Bien justement, Jean, il y a 10 ans, en Russie, avaient lieu les Olympiques à Sochi, et vous vous souvenez peut-être, l'élément déclencheur de l'agressivité de Poutine qui risque de déborder en guerre mondiale et peut-être nucléaire. Alors, si tout le monde est prêt, je vous résume l'histoire du hockey. On peut retourner vers le bonhomme. C'est un des coachs de l'équipe américaine. Et là, on est en Russie. La partie est sur le bord de terminer après 3 périodes de jeu. C'est 2-2. 2 pour les Russes, 2 pour les Américains. Et les Américains ont de la misère. Ils souffrent dans leur territoire. Les Russes les bombardent. Ils gardent la rondelle dans le territoire américain. C'est la panique presque. Alors, il arrive à un moment donné une passe à la ligne bleue. Il y a un des joueurs russes qui slap shot directement au-dessus de l'épaule du gardien, son épaule gauche. La rondelle rentre dans le but, frappe le dessus du but, du filet, frappe le bâton du fond et elle ressort immédiatement. Les joueurs n'ont aucune hésitation, ils arrêtent le jeu, ils lèvent les bras en l'air. Yeah, yeah, il est rentré. Ça va être 3-2 pour les Russes. À la toute fin de la partie. Et là, curieux, mais les arbitres se conciliabulent, s'en vont derrière la patinoire. De l'autre côté, ils mettent les écouteurs pour vérifier ce que les autorités, quelque part, vont leur dire. Ils sortent de là pour apprendre que le but n'est pas bon. Et c'est la raison, c'était quoi? Eh bien, on va le voir au ralenti, et puis après, je vais vous conter ça. Pendant qu'on va le voir au ralenti, je vais vous le conter un peu. Geneviève, tu peux se rapprocher beaucoup parce que là, ça va prendre d'avoir des bons yeux pour bien regarder ce qui va se passer. Mon opinion est claire. Oui, comme ça. C'est comme il faut, là. Oui, mais je suis trop loin. Mais, ouais, c'est ça. Elle peut pas faire tout en même temps, là. Alors, ça, c'est le coach. Vous la voyez bien, quand même? Oui, il faut juste descendre un petit peu. Je pense que Geneviève est en train de... OK, parfait comme ça. Parfait. Hein? Bon, alors là, je pars... Attends un peu. C'est Vidéotron qu'il faut qu'il décolle, là. Ah, Vidéotron. C'est de la faute à Vidéotron. Au ralenti. Bon, au ralenti, regardez bien. Ça, c'est le capitaine... non, celui qui dit avoir fait le but. Il est content. Ah non, ben oui, OK. On va voir la reprise. Là, c'est l'arbitre qui s'en va derrière. Il enlève son chapeau, puis il va avoir l'explication des autorités pour savoir si on doit considérer le but comme bon ou pas bon. Et pendant ce temps-là, à la télévision, on va nous montrer des reprises de cet événement-là. On le voit bien, hein, je pense que l'image... Ouais, lui, il va prendre ses instructions des juges qui sont derrière les coulisses, ou les administrateurs, ou whatever. Exactement. Alors, regardez bien. Regardez bien, d'abord, avant le lancer qui compte, on voit le gardien qui se frappe au poteau de but. Ah ben là, on ne voit pas à cause des petites télévisions, des petits images. OK, alors on voit que il est sorti de sa crampe, là, légèrement. Mais le gardien l'a déplacé en le retenant avec sa main, le but. Il l'a sorti de ses ancrages, juste à peine en le retenant, pour qu'on dise, il est sorti de ses ancrages. Quand tu commences à avoir des problèmes dans ta zone, parce que l'autre équipe est trop forte, tu déplaces ton but, et regardez bien, la rondelle va rentrer dans le but, elle rentre dans le but, frappe le fond et ressort immédiatement. Okay. Okay? C'est clair que
Alors là, les deux joueurs de Russie qui sont habillés en blanc et rouge lèvent les bras en l'air, sont tout contents. Les Américains habillés en Darth Vader noir, Ouais, hein. avec le gardien Darth Vader noir, les autres sont un peu démontés. Mais, alors regardez bien, le lancer, et la rondelle va rentrer dans le but au-dessus de l'épaule gauche du gardien. Ben moi, là, en tant qu'ancien coach au hockey, je savais que c'était un vieux truc du métier. Quand ça commence à chauffer dans ton territoire, à quelques minutes de la fin, quelques secondes de la fin d'un match, quand c'est dangereux de perdre la partie, là, il était égal 2-2. Alors, tu fais décrocher les buts de son ancrage, à peine, tant et si bien que ça paraît presque pas, fait qu'on n'arrête pas le jeu. On voit pas que le but est décroché de l'ancrage. Faut juste le sortir à peine pour que, s'il y a un but contre toi, tu vas te plaindre que le but était plus dans son ancrage. T'enseignais tout ça? Et s'il n'y a pas de but, mais que ton équipe réussit à monter puis aller attaquer l'autre équipe puis rentrer dans un but dans l'autre bord, ben là, c'est ton équipe qui gagne. Alors, tant que tu sens que la soupe chaude est de ton côté, tu fais un petit décrochage du but, mais pas complet puis pas trop, juste assez. Alors, vous allez voir. Alors là, l'arbitre est en train d'attendre là qu'on lui donne des consignes. Et là, il réfléchit parce que là, il y a quelqu'un qui lui parle dans les oreilles. On regarde les vidéos, les reprises. Là, c'est le gardien de but américain qui attend de voir les reprises qu'ils peuvent voir eux autres aussi sur un écran géant dans l'aréna. Et là, vous allez voir, encore une fois en reprise. Et là, on va bien voir au début. Alors là, le coach il dit à l'autre, inquiète-toi pas, on y a fait décrocher le but. C'est normal, inquiète-toi pas. Ah, OK. Tu vois pourquoi il s'est caché la bouche, là? Fallait pas qu'on soit capable de lire sur ses lèvres. C'est une vieille tactique de coach. Quand ça commence à chauffer dans ta zone, il y a des codes, là, comme au baseball. Tu te tapes 2 fois sur la tête en voulant dire à ton gardien, décroche les buts, décroche le but. Ouais, mais ça, c'est de la malhonnêteté. C'est-tu de la malhonnêteté? Ben oui. Jean-François? Ben, c'est pas du fair play, là. Ben, Malhonnête, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas un jeu, tu sais, si on reprend, il y a un skieur de fond russe qui a perdu son ski, je me demande si c'est pas un entraîneur américain qui est allé lui emporter un autre. Tu sais, ça, c'est l'esprit supposément olympique. Là, ce qu'on voit là, c'est pas de l'esprit olympique, c'est je veux pas perdre à tout prix, là. Ouais, mais c'est l'esprit politique, hein. C'est ça, c'est pas de l'esprit olympique. Alors, on regarde encore toujours au ralenti, c'est sûr que ça a l'air long un peu, mais les secondes qui passaient, alors que c'était 2-2, et là, les Russes venaient de faire un 3e but, donc c'était la victoire pour les Russes. On le voit en reprise encore une fois. C'est le ralenti du ralenti? C'est le ralenti du ralenti. Alors, on voit la rondelle, elle s'en vient, elle est ici, elle passe, elle rentre vraiment dans le filet, elle ressort du filet. Est-ce que vous voyez que le but est sorti de ses gonds? À peine. Pas assez pour que ce soit une décision, tu sais, s'il était arrivé très proche du poteau, il aurait pu y mettre un doute, là. Le but est pas bon. C'est ce que je me disais. Le but est pas bon. Tu sais, si ça avait été litigieux, puis les gens avaient dit, il était un peu proche, ouais, non, puis en plus, le truc est sorti, mais là, ça n'a même pas causé un angle. C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait personne qui avait sifflé un hors-jeu parce que les buts étaient sortis de gond. Ouais, et tu vis avec. Donc, on laissait jouer, puis il y a eu un but. Ah, ben là, on dit que c'est pas bon. Que ça compte pas. Alors, les Russes venaient de se faire enlever la victoire. Et après, il y a 8 lancers de, comment est-ce qu'ils appellent ça, un tir au barrage. En passant, là, le voyez-vous bien, je l'arrête, là, juste question de vous le montrer. Bon, OK. Alors, est-ce que vous voyez le chandail des Russes? Le logo au milieu du, ouais. Ça représente les 2 aigles, l'un qui tire à gauche, l'autre qui regarde à droite. C'est le fameux symbole de la synarchie, exactement, qui est, d'après Saint-Yves d'Alvèdre, le meilleur système politique, celui qui existe dans la Terre creuse. C'est quoi ça, la synarchie? Synarchie, ça veut dire 2. OK. La monarchie, ça serait un mono. Synarchie, c'est double, 2. Et le 2, synarchie, c'est un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel. Et les deux reliés dans le même animal, le même oiseau mythique, un peu comme le phénix. C'est un animal mythique. Et ça représente très bien, avec une couronne sur la tête dans les 2 cas, vous remarquez. Alors, c'est vraiment 2 monarques, 2 chefs. Comme on pourrait dire, le pape, et puis le roi, le tsar de Russie, puis le pape. Mettons. Et un petit peu à gauche, Nike. Hein? Nike. Ah oui, Nike, oui.
c'est ça. Ou Boer. Ou Boer là-bas. Non, Là. non, mais il parlait sur le même chandail. Là, Ah, le oui, chandail. c'est le même chandail. Oui, c'est ça. Il semble même sortir de la deuxième couronne à gauche. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous fait, parlant de politique puis de choses qui peuvent se produire par rapport à ça, on a même quelqu'un sur place là-bas, si on se fie à ce qu'il nous a dit. Tu veux dire, M. Lefebvre? Il est là pour d'autres raisons, lui aussi. D'ailleurs, ça fait partie peut-être de la tension actuellement qu'il y a aux Jeux Ouais. olympiques. Sont d'autres raisons, parce que ça semble... Alors, n'oubliez pas que s'exprimer. le coach américain, il savait très bien que le coup avait été préparé. Il avait donné l'information à Ah, son... c'est bon, on dirait que c'est quasiment que ça paraît dans sa face. Ah Ouais. oui, il n'est pas inquiet. Il sait qu'il a réussi. Là, il l'a su. Et, ouais, il a un sourire parce que qu'est-ce que tu veux, un coach? Il joue. Ah oui, et puis là, regardez, qui est là? Le reconnaissez-vous? Poutine, qui doit pas être content, il le prend en photo, schlac, 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 schlac. Ben oui, Poutine qui est là. Et Poutine a déclaré, curieusement, que pour lui, la seule médaille d'or qui compte à ces Olympiques-là, c'est Le la hockey. médaille d'or de hockey. Il faut que son équipe olympique russe gagne. Là, comme on dit, c'était pas la dernière partie, mais ça change dans le classement, évidemment. Les Américains, après, dans le tir de barrage, sur 8 tirs de barrage, ben, ils ont réussi à en faire un de plus que les Russes, donc ils ont gagné la victoire. Ça leur donne 2 points au classement, alors que les Russes, pas parce qu'ils ont perdu, on considère que c'était une partie nulle, mais ils ont 1 point au classement. Mais de toute façon, c'est les Russes qui auraient dû avoir 2 points à 0 point pour les Américains. Mhm. J'ai peut-être rien contre les Américains, On mais peut savoir si tu as une idée de l'autorité qui a dirigé ce dénouement-là? qu'est-ce que tu entends par La gang de M. Lefebvre. Organisé que ça se passe comme ça, Richard. Ben, c'est comme ça, hein. Là, c'est le capitaine des Russes qui demande l'information, Quelle belle l'explication. réponse, ça. C'est ça qui est ça. Ouais. C'est Regarde, ça là. qui est ça. On a Regarde, remarqué. le Merci, poteau, Geneviève. le poteau, le voyez-vous? Mhm. On dit qu'il garde la rondelle est ici. L'autre poteau, il est en plein sur son ancrage. Et donc, c'était leur excuse officielle, là. Ah, c'est ça. Bon, oui, on a dit, le but n'était pas dans son ancrage. Mais ça, c'est un poteau un but qui a été déplacé par le gardien, retenu juste pour pas que ça paraisse trop. Et s'ils se font rentrer un but, ils considèrent qu'on va annuler le but. S'ils s'en font pas scorer parce qu'ils réussissent à prendre le contrôle de la partie, puis ils vont faire un but de l'autre côté, ils n'en parleront jamais si le but était défait. Mhm. Alors, c'est un coup de coach, un vieux truc de coach. C'est incroyable, mais vrai. De coach crosseur. Ben, écoute, là maintenant, on a vu, vous l'avez vu tout le monde, là? Ouais. Toujours que le but était hors de son ancrage. Ah, moi, je serais pas fière que ça soit pas gagné parce qu'on était bon, mais parce qu'admettons qu'il y a eu quelque chose de croche. Ouais. C'est ça. C'est pas tout le monde. Puis peut-être que les joueurs de hockey sont ceux qui ont une éthique un peu plus défaillante, vu les millions qui sont payés. Et Poutine est sorti enragé à la suite de la défaite de son équipe fétiche, les Spartaks de Moscou. Il s'est promis de se venger un jour. Vous savez, l'histoire est truffée d'anecdotes très étranges, qui passent souvent inaperçues parce que trop banales au premier abord. Mais on se rend compte avec le temps de la gravité de l'événement. Le maréchal Rommel, surnommé le renard du désert pour l'armée allemande, était revenu en Allemagne et il devait attendre l'appel d'Adolf Hitler pour la manœuvre d'arrêter le retour des soldats qui fuyaient l'Europe pour retourner par la Manche en Angleterre pour se préparer à la contre-attaque par le débarquement de Normandie. Mais il n'était plus à la maison, il n'était plus à l'écoute du téléphone qu'il devait recevoir, qu'il n'a pas entendu 2 fois. Et à la 3e, il a répondu. Pourquoi? Parce qu'il était avec sa femme qui était à un magasin. Elle avait demandé de l'amener au magasin pour aller acheter une paire de souliers qu'elle convoitait depuis longtemps. C'est peut-être une des causes de la défaite des Allemands à la Deuxième Guerre mondiale que le maréchal Rommel ne soit pas au téléphone à répondre et savoir comment agir rapidement. Retournons maintenant avec Jean Deflore pour... On rentre dans des... Mais je veux qu'on revienne où on était, oui, là. Oui, d'une manière plus survole que... Parce que tu as dit quelque chose d'important, je trouve. Ouais. C'est, tu as dit les 144 000 et leur multitude, ça, c'est les Juifs. Mais il y en a... Non, les 144 000, c'est les Juifs. Oui, c'est ça. La multitude, c'est pas les Juifs, c'est tous les autres.
Ben, c'est ça, Oui. mais il y en a d'autres aussi que dans une opération de sauvetage, il y a pas juste les gardes-côtes qui vont venir à la rescousse du navire qui sombre. Il y a tous les autres navires qui sont proches qui viennent aussi. Il n'y a pas juste un type d'intervention. Il n'y a pas juste un groupe qui intervient. Donc, au bout du compte, il peut y avoir beaucoup de gens qui sont rescapés. C'est ça je te tends la perche, là. Ben, quand tu entends dire une multitude d'autres, c'est presque infini, cette multitude, là. Exactement. Oui. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux Juifs, Non, ben non, c'est clair, Jean. C'est clair qu'est-ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. 144 000 élus et une multitude d'autres. Bon. Et les 144 000 élus, leurs noms sont déjà inscrits dans le grand livre de vie. On sait qui va être sur la liste et c'est écrit dans le grand livre de vie. Mais ça, on rentre dans des secrets occultes de la gérance de la planète Terre. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que les gens ont de l'anxiété puis ils font des crises de dépression avec les nouvelles qu'on a. Mais si les gens comprenaient, ils n'en feraient pas de petite crise. Parce qu'ils verraient que c'est très normal. Puis comme ils comprendraient, parce qu'ils seraient en contact télépathique avec un autre plan, ils sauraient, eux, que quand ça sera le temps, ils ne seront pas là. Je ne suis pas pour vous donner une overdose de connaissances. Je vous donne des points de référence. Le reste, faites-les vous-même. Quand Bernard, tu dis, ils seront pas là, ils seront où? Ils seront où ils doivent être, en sécurité. Car il y aura encore des places en sécurité. Ben oui, il y aura des places en sécurité. Effectivement qu'il y aura des places en sécurité. Tu veux commencer à compter sur tes petits doigts? Il y aura toujours des places en sécurité. Même si la planète sautait, il y aurait des places en sécurité. Il y a un nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont comptés dans le cosmos planétaire terrestre. Et ces individus-là se connaissent tous directement ou indirectement, puis un jour, ces gens-là vont être appelés à aller à tel endroit. Par voie télépathique, ils vont entendre dans leurs oreilles bien fort. Pas penser, je le parle. Ce qu'ils vont entendre va venir de la grande chambre souterraine, puis ça va être dit, ils vont être appelés par ceux qui ont le rôle de les appeler, qui ont le pouvoir de les appeler, puis qui connaissent tout. Ces gens-là vont partir de Montréal, ils vont prendre l'avion pour New York, ensuite ils vont transférer de New York à une autre place, puis ils vont arriver où ils doivent aller. Je ne parle pas de prophétie. Mais je peux vous dire que tout à l'heure, ça va être quelque chose. Mais moi, c'est les autres, c'est ceux qui sont pas juifs, qui je pense qu'ils peuvent être d'intérêt à nos auditeurs. N'oublie pas, il y a les Falachas qui sont des Juifs noirs, de race noire. Oui. Les Québécois, il y en a beaucoup qui sont de différentes tribus d'Israël. Il y avait 12 tribus d'Israël. Alors, il faut savoir si on n'a pas des descendances. Quand tu t'appelles Bélanger ou Boulanger, ou que tu t'appelles Chartier, ou que tu t'appelles Charette, c'est presque certain que c'est une origine juive. On change ton nom. Notre-Dame, il s'appelait Nostradamus. Michel de Notre-Dame, Nostradamus. Son véritable nom, c'était Gassonnet. Gassonnet, c'est un nom juif. Alors, il y a bien des gens qui vivaient en France, qui vivaient en Espagne. La péninsule ibérique, c'était la péninsule hébraïque. C'est ça. C'est là que je m'en allais. Tu me devances encore. Merci, Richard. L'Écosse, c'est Scotland. La fête des Soukottes, c'est juif. En Écosse, il y a plein de juifs qui sont ramassés. Et là-dessus, Brendan O'Connell. La fête des Soukottes, c'est la fête des cabanes. C'est parce qu'en Écosse, il y avait beaucoup de cabanes. Brendan O'Connell, il a présenté un livre écrit par une Écossaise
qui justement explique tout ça. Ben oui. Alors Dans l'ésotérisme, qu'aujourd'hui, le vrai ésotérisme de fond et de l'isotérisme, comme dirait le vieux Louis Lefebvre qui est décédé, iso qui veut dire semblable, isobar, isotherme, c'est-à-dire même température, tu sais, même pression isobar. Iso, ésotérique, ça peut être un peu coloré, mais iso, ça veut dire semblable. effectivement. Et puis, On est en train de refaire toute l'histoire de l'ésotérisme expérimental, Jean. oui, parce que On en va Richard, pour des heures, on va dire. non, mais parce que c'est que les prochains mois, Ouais. ils vont être décourageants. Moi, je suis persuadé que d'ici l'été prochain, il va y avoir un autre événement mémorable. Un des Comme- principaux événements mémorables, c'est la chute de certains satellites, quand les étoiles tomberont sur la Terre. Il va y avoir une guerre spatiale qui va faire disparaître beaucoup de satellites en orbite, Ouais. parce qu'en perdant de vitesse, puis avec le champ magnétique terrestre, c'est toujours là. Continue, je veux te montrer quelque chose. Continue, Ah, je ben, veux vas-y montrer donc. quelque chose. Parce que ça, pendant que tu parles. c'est actuellement, moi j'ai été dans un magasin à Belleuil, en face de Mont-Saint-Hilaire, et la caisse enregistreuse ne fonctionnait pas avec les cartes de débit, les cartes de crédit. Le temps que j'étais là, 4 personnes sont entrées et sont ressorties parce qu'ils n'avaient pas d'argent liquide sur eux, donc ils ne pouvaient pas rien acheter. Ouais, mais ça, c'est à condition que le magasin, lui, soit en mesure d'accepter également. Garde de ce que tu viens de dire, là. Elon Musk, il y a quelque temps, je me souviens plus de la date Je suis en train exacte, de là. regarder ça, hein. Eh bien, il se vantait de sa nouvelle génération de satellites placés en orbite équipés de lasers. Mhm. Puis il dit piou piou comme les rayons Ben rayons oui, laser ben dans oui. Star Wars. Puis il dit c'est le fun d'être précis. Starlink, est-ce que c'est un produit de chez Elon Musk, ça, les Starlink? Starlink, c'est la compagnie de satellites de Bon, mais Elon ça, c'est des Musk. satellites qui sont en très Et basse altitude, très Ouais. basse altitude, et il en met des centaines, des milliers pour faire un grid autour de la planète. C'est Et ça. ça va disparaître bêtement parce que c'est d'abord dangereux. D'abord, les antennes sont faites en aluminium, puis la dégradation d'aluminium va détruire la couche d'ozone au-dessus de la planète. Alors, il y a des choses qui sont inévitables. Tu sais, il va y avoir d'ici l'été prochain un événement. Moi, je prédis qu'il y aura un événement mémorable qu'on n'oubliera Est-ce pas que là, ça, si on tu le est sais vivant. depuis 40 ans? Est-ce que tu le sais depuis 40, 45 ans? Non, moi je suis pas comme toi, Richard. Bon, ben c'est ça. Pour moi, il y a des clés qui sont plus inscrites dans l'histoire que il y a plein de petits événements qui arrivent parce qu'ils peuvent arriver là, ou des fois peuvent être détournés, peuvent être contournés. C'est intéressant de se rendre compte que l'humanité est encore libre de prendre des décisions qui peuvent modifier ce que des prophéties annonçaient. Souvent, les prophéties sont conditionnelles. Si vous faites telle affaire, il va arriver ça. Si vous faites telle autre affaire, il va arriver ça à la place. Comme je disais, des panneaux indicateurs Ouais. pour pas manquer la courbe puis se ramasser dans le fond du ravin. Alors, moi, la raison pourquoi je ramenais ça aujourd'hui, c'est l'importance de garder son optimisme, garder le cap, comme tu le disais si bien, d'écouter sa voix intérieure, parce que justement, des événements peuvent ne pas arriver. Si ta petite voix dit « reste où est-ce que tu es », bien, suis-le, suis ta voix. Et si tu as de l'adversité, alors que tu prends tous les moyens pour dégager, aller ailleurs, faire une vie correspondant à tes énergies à toi, mais qu'autour de toi, il y a plein d'obstacles, de choses, c'est toi qui dois savoir si ce sont des signes que tu ne dois pas déménager, ou c'est toi qui dois savoir par la relation que tu as avec le monde invisible, on va le dire grosso modo comme ça, le spirituel, si c'est les forces du diable qui veulent pas que tu... non, on veut te garder, on veut te garder, on veut te garder, alors que tu sens que tu devrais t'en aller. Mais je suis entièrement d'accord. C'est ça, c'est pour ça que ce que Jean vit en allant au Paraguay ou au Mexique en attendant, tout ça, c'est personnel. Et il faut que chacun
sois certain d'être bien connecté. Et puis que les connexions, tu les as gardées depuis que tu es tout petit, tout petite, et ça te ment pas. Puis si ça t'a menti, je vais peut-être te tester. Mais la façon dont tu réagis, c'est très, très important. Je dis tout le temps en psychologie, c'est pas ce que tu dis à un enfant, c'est la manière dont tu le dis. Dans l'éducation, élever un enfant, élever, ok, de prendre de l'attitude, élever un enfant, ça va dépendre de la façon dont tu lui dis, va te coucher. Ben, va donc te coucher. Va te coucher. L'enfant va réagir d'une manière différente aux trois mêmes mots, même signal. Alors, c'est la façon dont les choses sont transmises de l'autre côté. Quand mes deux corneilles sont arrivés au bon moment, Jack and Jill, puis que j'ai eu un contact visuel, puis ils me regardaient, puis on a jasé, ils sont restés là. Puis quand j'ai eu fini, ben j'ai dit, OK, c'est assez. Ils se sont envolés vers la forêt, puis ben, j'ai regardé s'en aller, puis je suis rentré dans la maison. Puis ça est arrivé, ça a coïncidé. Fait qu'à un moment donné, tu t'aperçois que les choses arrivent comme elles doivent arriver. Quand c'est le temps que ça arrive. Comme ton déplacement. Ça fait 2 ans que tu l'avais entamé, puis il aboutit aujourd'hui. Puis là, la ville de Saint-Hilaire m'envoie une mise en demeure que je dois sacrer mon camp. Ben, c'est ça. Parce que ton container est là depuis assez longtemps. Je leur ai dit, mon container, il est là depuis que j'étais pour... ma maison était déjà vendue il y a 2 ans. Mais il fallait que je vive dedans parce que j'avais pas de place à aller. C'est ça. Mais j'avais déjà trouvé une place et je voulais aller là. Et on m'avait dit, vas-y voir. J'y avais été il y a 2 ans. Je suis revenu en leur disant, oui, ça me fait vraiment plaisir, je serais bien là. Alors, durant toutes ces 2 années-là, là, il y a eu plein d'embûches. C'est de ça qu'on parlait, là. C'est ça. Ah oui, exactement. Et maintenant, le terrain s'est ouvert et là, c'est fait. J'ai passé aux actes avec des signatures d'offres d'achat, puis d'acceptation, puis etc. Maintenant, tout va se dérouler tout seul. Ça va me prendre 2 mois, 3 mois pour me replacer. Puis après ça, vous me retrouverez sur Internet. C'était un spécial avec Jean Deflore, lui, avant son départ de Floride. C'est quelque chose de gros, là. Toi aussi, oui, là, oui, parce que j'aime ça ici. Ah, j'en viens de dire qu'il aime ça ici, la Floride. Ben oui, son langage non verbal en dit long, hein, n'est-ce pas? Continuons. Ben, j'essaie de voir dans ton fort intérieur, outre le fait que tu es dans un monde civilisé, tu es bien, tu connais les us et coutumes des Américains, as-tu l'impression que tu vas être mieux ailleurs ou tu y vas parce que tu sens obligé d'être pas là? Moi, je pense, très franchement, là, je crois que je suis poussé. Je suis poussé de différentes façons. Sur le plan législatif, on va dire, le plan réglementaire. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses que je le sens très bien, là. Parce que je vais vous confier à vous tous qui écoutez, là, dans le fond, que depuis plusieurs mois, j'avais plus de synchronicité de temps. Tu sais, 11h11, 10h10. De ce temps-ci, c'est 10h01, 1h10, puis il y en a plein d'autres, là, mais il y en avait très peu depuis environ 1 an et demi, beaucoup moins de synchronicité. Et là, alors qu'on est dans le départ, un retour des synchronicités dans les journées, puis pas juste des synchronicités de temps, des gens qui m'appellent puis qui me disent telle affaire, ou bien je parle avec Richard Glenn, il me raconte, on se parle des risques de détérioration du conflit, tout ça. Et je m'en vais faire une course, je pars la voiture, puis c'est staying alive, staying alive. C'était quoi la chance que ça soit cette chanson-là qui parte, qui joue à la radio? J'aime ça. Moi, Geneviève, elle est friande de ça, la musique en anglais même. Et ça n'arrête pas, nous autres. C'est la même chose. Je regarde, écoute. Puis là, j'écoute la musique. Oh mon Dieu, c'est un message. C'est clair. Oui. Alors les synchronicités ils prennent différentes formes. Alors, c'est pour ça que je te dis que oui, je me sens poussé dans cette direction-là. Et puis, c'est celle qui aussi fonctionne bien
Alors moi, tantôt tu le disais, est-ce que ça coule ou il y a de l'adversité? Et puis, l'adversité, on la vit justement ici alors qu'on essaie de quitter, parce qu'on est obligé de quitter légalement, là, comme je le disais. Mais Oui, le c'est pas parce que processus... tu as des problèmes judiciaires ou tout ça, c'est juste que Non, c'est que la le loi visa disait, vous entrez au pays, expire. vous avez tant d'années pour créer votre entreprise, avoir des employés, faire marcher une business, sinon vous devenez parasite. C'est ça, exactement. Alors, ils trouvent que je produis pas assez vite. Ils me disent, tu peux revenir plus tard avec la même business si tu as fait assez d'argent puis tu as assez d'employés. Alors, donc, dans ce contexte-là, en ce moment, ça coule pour aller faire le visa au Mexique, aller faire le visa au Paraguay, aller voir si ça nous plaît le Paraguay pour s'installer. Alors, ça coule alors qu'ici, il y a beaucoup d'adversité. Donc, tu me poses la question. J'entends beaucoup de monde qui crie, qui me demande de te demander pourquoi tu ne reviens pas au Québec? Ben oui, ah non, ça, avec la société québécoise, c'est étouffant vivre au Québec. Et le climat, je pense que le climat est très important pour toi et ta compagne. Là. Oui, non, mais honnêtement, avant toute chose, c'est le contexte qui est étouffant au Québec. Si tu es le moindrement entrepreneur, c'est réglementation par-dessus réglementation qui fait que la vie est impossible. Puis regarde, un pays comme le Paraguay, le taux d'imposition varie entre 0, 1% et jusqu'à 10% maximum. Ben alors, dis-moi comment les services publics fonctionnent s'ils n'ont pas d'entrée d'argent? Alors, ils ont beaucoup moins de services publics, ils ont moins de gaspillage, ils n'ont pas besoin d'avoir des ambassades partout à travers le monde, puis d'avoir plein de fonctionnaires qui envoient partout à travers le monde faire des études de ci et de ça. C'est un choix de société. Moins de voyages pour aller étudier les métros de surface, les tramways, puis tout ça des politiciens. T'sais, plus petit gouvernement, moins de dépenses, les gens en demandent moins, les gens sont culturellement plus autonomes. Le problème au Québec, puis dans la plupart des pays occidentaux, tout le monde reçoit un chèque. C'est une expression, là, recevoir un chèque, là, recevoir de l'argent du gouvernement. Alors, une société est morte quand tu commences à toujours donner des montants d'argent. Pourquoi à Cuba, malgré tout ce qui est arrivé à Cuba, ils ne se sont jamais soulevés? C'est parce qu'ils avaient une forme de revenu minimum garanti. Fidel est rentré, il leur a dit, la maison où vous êtes, c'est votre maison. À partir de maintenant, vous en êtes propriétaire. Puis après ça, on vous donne les petits coupons, le livret de coupons de rationnement. Et puis, à partir de maintenant, vous avez de la nourriture gratuite. Fait que loger gratuitement, nourrir gratuitement. Qu'est-ce qui s'est passé? La société a décliné pendant toutes ces années-là, jusqu'à aujourd'hui où il y a des pannes d'électricité qui durent pratiquement une journée, 2 jours, 3 jours. Là, c'est ça qu'ils vivent en ce moment à Cuba, là. Et puis, c'est le modèle parfait, Cuba, de ce qui nous attend avec le revenu minimum garanti. Ils ont eu le revenu minimum pour vivre, bon climat, donc c'est beaucoup plus facile. Logement donné par le gouvernement, puis de la nourriture donnée par le gouvernement. Alors, c'est quoi l'incitatif pour la majorité des gens si tu n'as pas à te battre pour survivre? Alors, la société s'est effondrée, puis les gens ne se sont jamais soulevés parce qu'ils recevaient tous un chèque du gouvernement. Puis c'est ça, au Québec, pour répondre directement à ta question, pourquoi ne pas revenir au Québec? C'est que culturellement, moi, je ne m'y retrouve pas. Je ne me retrouve pas dans une société où tout le monde reçoit un chèque, puis moi, je vais travailler pour faire une entreprise qui, au bout du compte, je vais être tellement taxé, tous mes niveaux de taxation vont s'accumuler, qu'il me restera rien pour l'effort que j'aurai déployé. Dans la vie, il faut que ceux qui font un effort soient récompensés. Sinon, t'en fais pas d'effort. Alors, c'est ça. Oui, je comprends, mais il faut dire qu'à Cuba, il y a quand même, sur le plan médical, quand même une grande qualité. Il y a des gens qui vont se faire enlever comment ça s'appelle ça pour alors les ça, yeux, c'est seulement dans le privé. C'est seulement dans le privé et c'est seulement réservé aux étrangers. Les Cubains n'ont pas accès à ça. Il y en a plein qui sont allés se faire enlever des cataractes là-bas, des soins dentaires qui ont été oui, payés, mais ça, c'est réservé aux étrangers qui payent. Les Cubains ont pas... Mais ils payent beaucoup moins cher qu'au Québec. En tout cas, on va dire, ici, on est censé avoir le schlick-schlick des hôpitaux. Oui, mais tu vas au Mexique, tu vas avoir des meilleurs soins privés qu'à Cuba, puis tu vas en Colombie, la même chose. Ah.
tu nous quittes, puis il risque peut-être pendant ces mois-là d'avoir des événements, mais tu reviendras nous voir, Oui. Richard. On est là, on sera là tous les dimanches à partir d'octobre. Il y a Guillaume qui est là, puis je suspecte qu'il aimerait te poser une question. Guillaume, c'est un de Vas-y. nos membres qui t'aime beaucoup. Il est en Europe. Est-ce que tu nous reçois, Guillaume? Bonjour Jean, bonjour Richard. Oui, je vous reçois. Est-ce que Et vous me recevez? J'ai coupé la caméra pour des problèmes vas-y. de qualité de connexion. On t'entend. Vas-y. Alors, effectivement, je suis très content de vous avoir tous les deux. La question que je souhaite vous poser à tous les deux, c'est concernant donc la situation actuelle qu'on voit dans le monde où on voit des conflits internationaux, etc. J'ai souvenir d'avoir entendu Bernard de Montréal parler que aux alentours des années 2030, il y aurait quelque chose de l'ordre d'une alliance entre la Chine, la Russie, les États-Unis viendraient stabiliser la situation mondiale. Et est-ce que les événements qu'on vit actuellement, c'est pas finalement une façon de stresser énormément les différents groupes de pouvoir en jeu, qui va finalement les forcer à s'amener à s'entendre? Tu prends la question, Richard? Qu'est-ce que tu connais plus que Bernard que moi? Avant, mais moi, j'ai déjà ma réponse, c'est toute faite, elle est toute prête. Vas-y, parce que moi, Comment les enfants me souviens pas. font-ils lorsqu'ils ont à gérer un problème avec un papa qui dit oui, puis la maman qui dit non? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, j'écoute Jean. Ah non, excuse, je t'écoutais pas, je lisais les questions, je me préparais à... Tu me prends les culottes à terre, là. Il s'est fait prendre, le professeur s'est fait prendre. Non, mais vas-y, la question de Guillaume est très, très, très intéressante. Est-ce que tu te souviens de ce vas-y. propos-là de Bernard de Montréal? Ben, je sais qu'il y a eu 2-3 interventions de Bernard où il a précisé que le jour où, mettons, là, il dit ça comme ça, hein, la Russie et les États-Unis en viendraient à un affrontement ultime, ça veut dire avec des armes nucléaires, ils interviendront pour arrêter tout. Mais ça ne sera pas intéressant et agréable ni pour l'un ni pour l'autre, parce que ça va être ça va les mettre à un certain niveau tellement bas que la Chine aura le beau jeu. Donc, la question que je posais, pour être plus bref, c'est est-ce que les événements actuels, extrêmement stressants sur le plan des relations internationales, ne sont pas finalement une forme d'amener les gouvernants, les gouvernants à un stress très grand qui les force à finalement s'entendre pour le bien général. Voilà. Moi, ma position là-dessus, c'est ils comprennent jusqu'à un certain point qu'il y a une fin de cycle. La plupart ne comprennent pas qu'on est en fin de cycle électromagnétique là, de la planète Terre. Ça, ce bout-là, ils ne comprennent pas. Ils comprennent qu'on est en fin de cycle. Ils comprennent surtout qu'on est en fin de cycle économique. Et ils tentent par tous les moyens de s'emparer de richesses physiques. Ça, c'est à un niveau. À l'autre niveau, il y a quelques membres comme l'expliquait si bien Richard, de sociétés, membres de notre société, comme j'ai souvent parlé de la noblesse noire et des gens autour, dans les cercles les plus élevés. Eux, ils comprennent qu'on est à la fin de notre cycle de 12 000 ans et eux, ils prennent des moyens. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas cette folie qu'on voit à travers le monde, parce que on imprime de l'argent, et il y a des villes souterraines qui sont construites. L'argent est utilisé à toutes sortes de fins. Les 21 trillions de dollars, en trillions au sens anglophone, là, parce que j'ai été repris l'autre fois correctement, merci. Alors, les trillions de dollars qui disparaissent, ben c'est pour créer des mondes, des villes souterraines. C'est à ça que ça sert. Alors, il y a un groupe qui comprend ce qui se passe et qui laisse aller les autres dans leur folie parce que ça permet de camoufler leurs actions.
Ça passe comme de la folie, ça passe comme le monde a perdu la carte. Alors quel est ce groupe? Quel est ce pardon? groupe qui comprend ce qui se passe alors à ce moment-là? Les gens de la noblesse noire et les quelques-uns qui sont autour d'eux qui sont des fonctionnaires. J'ai déjà évoqué qu'il y a environ 1300 personnes qui ont le contrôle effectif de la finance sur Terre. Et ces gens-là, ils comprennent. Mais ils comprennent pas tous correctement. Et c'est pourquoi les multimillionnaires, ils s'achètent des bunkers, des abris nucléaires modifiés, ils se font bâtir des trucs à Hawaï. C'est qu'ils ont eu vent dans les rencontres internationales dans lesquelles ils vont, que ces événements-là s'en viennent, et ils ne font pas partie des groupes qui sont invités d'aller dans les grandes villes souterraines. Et eux, quand ils entendent ces histoires-là, ils se disent, ben moi, je vais bâtir mon bunker ou je vais acheter mon abri nucléaire modifié. Je comprends. C'est comme ça que moi, je le perçois, basé sur ma lecture de l'actualité, mais aussi des conversations que j'ai eues avec des gens qui ont des moyens financiers suffisamment grands pour acquérir leur propre abri nucléaire, modifié en abri de survivance. Richard, tu veux ajouter quelque chose à ce propos-là? Pour Guillaume, j'imagine qu'il n'a pas écouté mes émissions dans les années 80, 84. Non, j'étais trop jeune. J'étais pas né. Néanmoins, j'ai écouté beaucoup d'émissions avec Bernard de Montréal qui datent d'avant ma naissance. Il y a deux clans. Il y a deux clans. Les forces qui sous-tendent la Russie sont centrées pour la plupart dans la constellation d'Orion. Et les forces qui sous-tendent la puissance américaine sont situées dans Andromède. Donc ce sont deux mondes qui sont totalement opposés les uns aux autres. Ce sont des mondes qui ont une très très longue histoire d'opposition. D'ailleurs, ce sont les forces orioniques qui ont créé sur la Terre le premier pouvoir astral de l'homme, celui de vivre sa sexualité. Par contre, ce sont les forces de l'Andromède qui ont les premières permis que l'homme sur la Terre puisse commencer à penser. Donc, si nous voulons comprendre ce qui se passe sur le plan politique dans le monde, il faut avoir une conscience qui est suffisamment déconditionnée pour qu'un autre niveau d'intelligence perce à travers notre conscience mentale inférieure, notre ego, pour nous donner une liberté de voir et de comprendre ce qui se passe. Sinon, nous sommes forcés de vivre une polarisation. C'est sur ces propos de Bernard de Montréal, grand initié, que nous allons nous laisser cette semaine. Vous remarquez qu'il y a beaucoup d'aspects à toute la perception qu'on peut avoir des événements qui s'en viennent, qui font partie de l'occulte, qui font partie d'une démarche spirituelle et qui nous mettent en relation avec d'autres mondes habités sur les plans physiques, matériels et spirituels. Pour les abonnés au club créé à l'adresse orandia.ca, vous savez que nous avons eu beaucoup de difficultés à ajouter des documents à tous les mois en se concentrant surtout sur le vidéo Orandia du samedi soir offert à tout le monde. Vous aurez un traitement de faveur, évidemment, lorsque je serai déménagé. Et déjà pour les mois de mars, avril et mai, il y a un vidéo par mois de disponible dans le club créé, seulement, alors qu'on en annonce 3. Et pour les mois de juin et juillet, il y a 2 vidéos de disponibles par mois. N'oubliez pas d'aller consulter le complément surprenant de Gilles Surprenant qui est de retour au poste presque comme avant, à l'adresse orandia.com, ce qui n'est pas la même adresse que le club créé qui est orandia.ca. Et vous savez, nous avons fait des reportages au cours de l'été dernier en rapport avec la 100 millième vague, que je vous recommande parce qu'on a pris beaucoup de temps et d'énergie
à produire des bonnes émissions du samedi soir dans les Vidéorandia numéros 32, 33 et 34. Surtout avec l'automne qui arrive avec des journées plus froides, ça nous fait du bien de nous retrouver à l'époque où il faisait très chaud au début du mois d'août 2024. Alors nous sommes dans le décompte 3, 2, 1, 0. Pour les samedis, en première, à 21h. Et voici notre suggestion qui se trouve être la suite de la semaine dernière qui était sur la légende du grand monarque. Cette fois-ci, le retour du lys, L-Y-S, la fleur de lys. Le retour du lys. Heureux qui, comme Ulysse, a fait de beaux voyages. Merci d'être abonné au Club Créé. Merci d'écrire des commentaires, pieds et un pouce par en haut. Très apprécié de la part de toute notre équipe. Au plaisir et à bientôt.